Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez mieux que moi. Je ressors d'une grippe plutôt pas mal. Je tousse encore, donc s'il y a des cuts comme d'habitude, ça en fera partie à cause de la toux, je veux dire. Mais je me sens mieux qu'avant, mais j'ai encore une toux persistante, donc j'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie de lire. Donc je pense avoir même la voix pour dire de lire plus Barry White, j'ai envie de dire. À dire une voix d'ambiance, hein. On verra bien comment elle va se transformer au fur et à mesure de comment je vais lire. Je profite... Bon, ici vous êtes ici pour le tome numéro 47, qui est l'école hantée. J'avais revu, il n'y a pas longtemps, certaines de mes anciennes vidéos. J'avais réfléchi sur le fait des playlists. Je profite à chaque fois quand c'est une nouvelle lecture pour vous parler de ce que je ressens dans les vidéos ou même tout court, hein, parce qu'au moins ça casse pas le rythme d'une lecture, et c'est à ça que je veux en venir. Je sais, la plupart des commentaires que vous m'avez déjà dit sur ce sujet, c'est que vous préférez, disons que sur 10 commentaires, il n'y en a qu'un seul qui pense, on va dire différemment, mais vous êtes au moins 9 sur 10, on va dire, à me dire que vous préférez à chaque fois que je parle entre les vidéos. C'est étonnant parce que je suis du côté du seul qui se dit que c'est pas... ça rentre pas dans l'ambiance, on va dire, d'une lecture audio. Voilà. Pour vous, par exemple, quand vous regardez mes vidéos en direct, on va dire au présent, donc quand je sors une vidéo, bah oui, ça fait X jours que vous avez pas entendu l'histoire, vous voulez un récap, vous voulez de mes nouvelles, c'est ce qui me fait très plaisir, hein, c'est pas ça. Mais imaginons, quelqu'un débarque sur la chaîne, comme ça arrive souvent, et se dit je vais me rattraper dans ces vidéos. Et une vidéo par exemple, il y a une histoire qui fait 3 vidéos. Et il les écoute à la suite. Donc il met la playlist. Épisode 1, nickel, je parle et tout ça. Épisode 2, lui il entend la fin de l'épisode 1, et au lieu de l'épisode 2 commence direct, c'est moi qui parle encore. Donc rien à voir avec l'histoire, qui popote, qui dit le récap, un récap qui vient d'écouter. Vous voyez où je veux en venir? Donc je suis dans un dilemme à chaque fois, parce que oui, certains m'ont dit oui, mais c'est pas poli de pas dire bonjour, de pas un peu parler, de pas faire ci ou là. Et je comprends, hein, je comprends tout à fait. Mais je me dis, dans une playlist, c'est un peu chiant. Si j'ai vraiment envie de dire ce mot, c'est chiant. Parce que je me dis, la vidéo, si une histoire fait 2 ou 3 vidéos, ben entre-temps, elle est cassée par... Hein, vous voyez. Mais je vais continuer parce que vous êtes beaucoup à me le dire, et très peu à me penser comme moi, de dire que moi, si j'écoutais une histoire, je voudrais pas que le gars il parle entre les deux. Mais vous êtes la plupart du temps beaucoup à me dire non, mais t'inquiète, vas-y, fais comme ça, continue. C'est vous qui décidez, c'est votre chaîne aussi. Hein. Comme d'habitude, je vous souhaite d'être installé confortablement, vous savez quoi, et une bonne écoute, évidemment. Une main invisible m'agrippa et m'arracha à l'échelle. Je gesticulai quelques instants dans le vide avant d'atterrir lourdement au beau milieu du gymnase. Le choc brutal m'assomma à moitié et il me fallut plusieurs secondes pour retrouver mes esprits. Au moment où je me redressais, j'aperçus Ben Jackson qui pouffait de rire. Betty Alpert se précipita vers moi après avoir remis son tube de rouge à lèvres dans son sac à main. « Tout va bien, Tommy ?» me demanda-t-elle, l'air inquiet. « Ouais, super, grommelai-je. Je voulais juste voir si le sol du gymnase était dur. »« À mon avis, il n'est pas aussi costaud que ta tête, » dit Ben en riant. « Et maintenant que tu l'as abîmé, il va falloir que tu le rembourses. »« Ha ha, très drôle, » fit Betty en lui lançant un regard plein de reproches. Puis elle se tourna vers moi et m'attrapa par le bras pour m'aider à me relever. Une fois de plus, je venais de me ridiculiser. Pourquoi étais-je toujours si empoté? Aucune main invisible, bien sûr, n'était responsable de ma chute. J'étais tout simplement tombé comme à chaque fois que je grimpe sur une échelle. Je n'avais vraiment pas de chance. Je venais tout juste de rencontrer Betty et Ben et, au lieu de me montrer sous mon meilleur jour, je leur faisais une démonstration fracassante de ma maladresse. Se faire des amis est si difficile quand on arrive dans un nouveau collège. C'est pour cette raison que je m'étais porté volontaire pour faire partie du comité de décoration de la salle du bal. Mais je crois qu'il serait plus simple que je raconte mon histoire depuis le commencement. Je m'appelle Tommy Fraser. J'ai 12 ans et je suis en 6e. Mes parents sont divorcés. Au mois de septembre,
Un peu avant la rentrée des classes, mon père s'est remarié et ma famille est venue s'installer à Belle Valley. Les événements se sont enchaînés si vite qu'avant de réaliser ce qui m'arrivait, j'étais devenu le petit nouveau du collège. Entouré d'inconnus et vivant sous le même toit qu'une autre inconnue, ma belle-mère, c'est dur de découvrir à la fois une nouvelle école, une nouvelle maison et une nouvelle mère. Mes premiers jours à l'école furent très pénibles. Les élèves restaient entre eux et aucun ne semblait se préoccuper de ma présence. Moi, je me sentais incapable d'aborder quelqu'un pour lui demander, l'air décontracté, s'il voulait être mon ami. Mais heureusement, la semaine suivant la rentrée, Madame Borden, le proviseur, avait interrompu notre cours de mathématiques pour annoncer qu'elle recherchait des volontaires pour décorer la salle du bal. J'avais aussitôt levé la main, certain d'avoir enfin trouvé le moyen de me faire des amis. À présent, je me demandais si c'était vraiment une bonne idée, et si je n'aurais pas pu éviter cette belle occasion de passer pour un imbécile. « Tu veux aller à l'infirmerie » demanda Betty, en m'observant avec attention. « Pourquoi faire » répondis-je, feignant d'ignorer ce qui venait de se produire. « De toute façon, il est trop tard, » dit Ben en regardant sa montre. « L'infirmière est sûrement partie. À cette heure-ci, nous devons être les seules personnes encore présentes dans le bâtiment. » Betty agita gracieusement sa chevelure blonde. « Reprenons le travail, lança-t-elle sur un ton enjoué en ouvrant son sac à main. Elle en sortit des cosmétiques et étala une épaisse couche de rouge sur ses lèvres déjà colorées. Puis elle appliqua de la poudre orangée sur ses joues avec une petite brosse. Ben secoua la tête sans dire un mot. Apparemment, il ne comprenait pas les manies de Betty, et il n'était pas le seul. La veille, j'avais surpris des élèves en train de se moquer d'elle à cause de son maquillage. Une fille l'avait comparée à un personnage de carnaval, et un garçon avait prédit que, grâce à ses talents de peintre, elle serait sans doute bientôt admise à l'école des beaux-arts. Tout le monde s'était mis à rire, à gorge déployée. Betty, sans doute habituée à ce genre de sarcasme, n'avait pas semblé prêter attention à leur discussion. Un peu plus tôt, j'avais entendu d'autres élèves lui reprocher de passer son temps à s'admirer et d'être trop fière de son apparence. Personnellement, je la trouve sympa et très jolie. Et contrairement à elle, je pense qu'elle n'a pas du tout besoin de maquillage pour être séduisante. Betty et Ben se ressemblent beaucoup. Bien qu'ils n'aient aucun lien de parenté, on dirait qu'ils sont frères et sœurs. Ils sont tous deux grands et minces, avec des yeux bleus et des cheveux blonds bouclés. Moi je suis petit et un peu potelé. Mes cheveux sont bruns et j'ai des épis plein la tête. Je peux faire tous les efforts inimaginables pour essayer de me coiffer, j'ai toujours l'air de quelqu'un qui sort du lit. Ma belle-mère dit que je pourrais être mignon si je perdais mon allure de gros bébé. Mais à vrai dire, je ne suis pas sûr que ce soit un compliment. Bref, après ma chute ridicule, Betty, Ben et moi recommençâmes à peindre des panneaux et des banderoles pour décorer les murs du gymnase. La pancarte que je confectionnais avec Betty clamait « Belle Valley s'éclate ». « Danser jusqu'à en vomir » était le slogan choisi par Ben. Madame Borden ne l'avait pas apprécié quand elle était venue dans le gymnase pour jeter un coup d'œil sur notre travail, au grand regret de notre camarade qui dut le transformer en un « moins original ». Bienvenue à tous. « Ben, où est passée la peinture rouge » demanda soudain Betty. Il était occupé à peindre un B avec un gros pinceau. « Quoi ?» Betty et moi étions assis par terre en train de tracer en noir les lettres de notre message. Elle sauta sur ses pieds et lança à Ben un regard agacé. « Tu ne l'as pas apporté ? Je ne vois que du noir. »« Et ça, qu'est-ce que c'est ?» s'exclama Ben en désignant un tas de pots empilés sous le panier de basket. « Rien que de la peinture noire. Je t'avais pourtant demandé du rouge pour peindre l'intérieur des lettres. Au cas où tu l'aurais oublié, le rouge et le noir sont les couleurs du collège. »« La barbe !» marmonna Ben. « Je n'ai aucune envie de remonter en chercher. La salle de travaux manuels est au 3e étage. »« Ne bougez pas, j'y vais !» m'écriai-je alors sur un ton enthousiaste. Betty et Ben interrompirent brusquement leur discussion et se tournèrent vers moi, surpris. « Enfin, je veux dire que ça ne me dérange pas du tout d'y aller, » ajoutai-je. « J'ai envie de faire un peu d'exercice. »« Toi, tu es vraiment tombé sous la tête, » plaisanta Ben. « Tu sais où est la salle de travaux manuels » demanda Betty. « Oui, je crois. Il faut passer par l'escalier de derrière, c'est ça ?» Betty hocha la tête. Ses cheveux blonds ondulaient gracieusement à chaque fois qu'elle bougeait la tête. « Oui, tu montes au 3e.
Tu traverses le hall, tu tournes à droite, puis encore à droite, et c'est tout au fond du couloir. Pas de problème, répondis-je. Je me dirigeai à petite foulée vers la porte du gymnase. Ramène au moins 2 pots, me cria Betty. Et prends-moi un coca au passage, ajouta Ben en riant. Dans l'espoir d'impressionner Betty, j'accélérai l'allure et me mis à courir en direction de la sortie. Je me projetai violemment contre les panneaux de la porte battante et percutai de plein fouet une fille qui se trouvait dans le hall. « Hé !» hurla-t-elle, surprise. Nous tombâmes tous les deux par terre. Après quelques instants, je me remis debout. « Désolé, parvins-je à dire d'une voix étranglée. Je lui tendis la main pour l'aider à se relever, mais elle me repoussa, furieuse. Quand elle se fut redressée, je m'aperçus qu'elle faisait au moins 30 centimètres de plus que moi. Elle était exceptionnellement grande et baraquée. Elle ressemblait aux catcheuses que j'avais vues une fois à la télévision. Ses cheveux blonds très clairs, presque blancs, cachaient en partie son visage. Elle se tourna soudain vers moi et me foudroya de ses yeux gris acier. « Je suis désolé, répétai-je en reculant instinctivement. Menaçante, elle fit un pas dans ma direction. Elle était entièrement vêtue de noir. Son regard glacial me figea. Elle paraissait vraiment de très mauvaise humeur. Et à présent, elle n'était plus qu'à quelques centimètres de moi. « Qu'est-ce que tu vas faire » bégayai-je. Tétanisé, je me plaquai contre le mur. « Qu'est-ce que tu vas faire » répétai-je d'une voix angoissée. « Rentrer chez moi, si tu n'y vois pas d'inconvénient » grommela la fille. Sur ces mots, elle fit demi-tour et s'éloigna dans le couloir, les poings serrés. « Je t'ai dit que j'étais vraiment désolé » lui criai-je, tandis qu'elle disparaissait dans les escaliers. Une sensation de malaise m'envahit. Je ne pouvais chasser de mon esprit le souvenir de ces mystérieux yeux gris. N'ayant pas la moindre envie de me trouver de nouveau nez à nez avec elle, je lui laissai le temps de quitter le bâtiment, puis je gravis à mon tour l'escalier. Il me sembla qu'un nombre infini de marches me séparait du dernier étage. À chaque palier, des couloirs semblables à de longs tunnels sombres se déployaient devant mes yeux. Je n'étais pas rassuré. Depuis la collision avec cette fille étrange, mes jambes me portaient difficilement. Me retrouver seul dans cet endroit sinistre me donnait des frissons. J'avais vraiment hâte d'en finir et de rejoindre les autres dans le gymnase. Enfin, j'arrivai au 3e étage. À bout de souffle, je m'engageai dans le hall vide en fredonnant un de mes airs favoris pour calmer mon inquiétude grandissante. Ma voix, qui me semblait caverneuse, résonnait au milieu des longues rangées d'armoires métalliques bordant les murs. Je cessai bientôt de chantonner. Suivant les indications de Betty, je tournai à droite et passai successivement devant une salle des professeurs, une salle informatique, puis une enfilade de pièces désertes. Je tournai une nouvelle fois sur ma droite et pénétrai dans un couloir étroit. Le parquet craquait à chacun de mes pas. Je m'arrêtai enfin devant une porte ornée d'un petit panneau écrit à la main indiquant « Travaux manuels ». Au moment où j'allais appuyer sur la poignée, quelque chose me fit subitement suspendre mon geste. Des voix retentirent, provenant de l'intérieur de la pièce. Le cœur battant, je tendis l'oreille. Ma main serra un peu plus fort la poignée. Sans comprendre les paroles prononcées, j'entendais un garçon et une fille qui parlaient tout doucement. Leur voix me rappelait étrangement celle de Betty et de Ben. « Qu'est-ce qu'ils fabriquent ici » me demandai-je, surpris. « Pourquoi m'ont-ils suivi ? Et comment ont-ils fait pour arriver avant moi ?» J'ouvris la porte en grand et pénétrai dans la pièce. « Hé les gars, qu'est-ce que vous faites ici ?» Je n'en crus pas mes yeux. L'endroit était totalement désert. « Il y a quelqu'un » Personne ne répondit. Je jetai des coups d'œil furtifs tout autour de moi. La lumière dorée de la fin d'après-midi filtrait à travers les baies vitrées et inondait les tables impeccablement alignées. Des poteries séchaient sur le rebord des fenêtres. « Bizarre » marmonnai-je en secouant la tête. Je suis pourtant certain d'avoir entendu des chuchotements. Je me dirigeai rapidement vers le fond de la pièce et ouvris brusquement la porte de la petite remise à fourniture. « Je vous ai bien eu » m'écriai-je joyeusement, pensant déjouer un tour préparé par mes camarades. Mais là non plus, il n'y avait personne. Est-ce que j'entends des voix ?
Ma chute de tout à l'heure était peut-être grave. Je scrutais l'intérieur de la pièce. Des étagères chargées de matériel à dessin recouvraient le mur du fond. J'aperçus des pots de peinture rouge. Au moment où j'allais en saisir un, le rire de la fille me fit stopper net. La voix du garçon lui fit aussitôt écho. Il parlait à toute allure et semblait très agité. Je ne comprenais pas un seul mot de ce qu'il disait. Je me retournai brusquement vers la salle de classe. « Où êtes-vous » appelai-je. Le silence était total. Je coinçai un pot de peinture sous mon bras avant d'en attraper un deuxième. À cet instant précis, les voix reprirent. « Ce n'est pas drôle. Où êtes-vous caché » Aucune réponse ne vint. Ils doivent être dans la pièce d'à côté. C'est la seule explication. Je déposai la peinture sur le bureau du professeur et me glissai dans le couloir. Je passai la tête dans l'embrasure de la porte de la salle suivante et regardai à l'intérieur. C'était une sorte de débarras. De grands cartons barrés d'étiquettes fragiles étaient empilés les uns sur les autres. Je jetai un rapide coup d'œil dans la pièce située de l'autre côté du couloir. Elle aussi était vide. En revenant dans la salle de travaux manuels, j'entendis à nouveau l'étrange dialogue. À présent, la fille poussait des cris, et le garçon s'y mettait à son tour. Leurs voix étouffées, comme lointaines, semblaient appeler à l'aide. Ma gorge se noua et mon cœur se mit à battre à coups redoublés. Qui peut se moquer de moi? Les cours sont finis depuis longtemps. Le bâtiment est entièrement vide. Alors qui peut être encore ici? Et pourquoi est-ce que je ne trouve personne? Ben? Betty? Appelai-je. Vous êtes là? Ma voix résonna dans la salle et mes questions restèrent sans réponse. Je pris une profonde inspiration et m'emparai des 2 pots de peinture. Je n'ai qu'à les ignorer, décidai-je, tout en regagnant le couloir. Je m'y engageai dans l'espoir d'apercevoir enfin mes amis. Soudain, devant moi, une ombre apparut dans l'entrebâillement d'une porte. Je me figeai, les yeux écarquillés. « Qui est là ?» demandai-je d'une voix tremblante. Tirant derrière lui un gros aspirateur, un homme sortait d'une salle, tête baissée. Il était vêtu d'un uniforme gris et tenait serré entre ses dents un mégot de cigarette éteint. C'était le gardien du collège. Il passa devant moi sans me prêter d'attention, puis entra dans la salle suivante. Je poussai un soupir de soulagement et repris mon chemin vers l'escalier. Tandis que je commençais à descendre, je remarquai un grand panneau collé sur le mur. Des affichettes concernant la vie du collège y étaient épinglées. « Il y a quelque chose qui cloche ici », réalisai-je soudain. Je ne me souvenais absolument pas d'avoir vu ce panneau en montant. Je me retournai et levai les yeux vers le haut des marches. Ai-je emprunté le mauvais escalier? Est-ce que celui-ci mène aussi au gymnase? Eh bien, il n'y a qu'une seule manière de le savoir, tranchai-je. Je poursuivis donc ma descente, les pots de peinture serrés contre ma poitrine. Mais à ma grande surprise, l'escalier s'arrêtait au 2e étage. Un grand hall s'ouvrait devant mes yeux. Je regardais attentivement autour de moi, espérant trouver un autre escalier qui me conduirait au rez-de-chaussée. Mais je ne vis qu'une succession de salles de classe et de longues rangées d'armoires métalliques. Je posai les pots par terre et étirai les bras pour soulager mes muscles. Puis je m'engageai dans le hall, chargé de nouveau des fournitures. Mes pas résonnaient à mes oreilles. Machinalement, je jetai un coup d'œil à travers les portes vitrées devant lesquelles je passais. Soudain, mon cœur manqua un battement. Derrière une vitre, un squelette m'adressait un sourire amical. Il me fallut plusieurs secondes pour réaliser que je me trouvais devant une salle de sciences naturelles. Je tournai la tête et, à ce moment précis, aperçus un chat noir qui traversait le couloir et se faufilait tout au bout de la rangée d'armoires. Je me dirigeai vers sa cachette et trouvai un bonnet de ski noir. « Mais qu'est-ce qui m'arrive » m'écriai-je. Je n'aurais jamais pensé que déambuler dans un collège désert puisse être aussi angoissant. J'empruntai un nouveau couloir vide, toujours pas d'escalier en vue. Ben et Betty vont croire que je me suis perdu, pensai-je. Et ils auront raison. Je ne sais plus où je suis. Je passai devant une vitrine où étaient exposés des trophées sportifs soigneusement astiqués. Elle était surmontée d'un fanion rouge et noir clamant « Allez les bisons !»
Je souris en pensant que notre équipe sportive, les Bisons de Belle-Vallée, portait le nom d'un animal très lent et de plus en voie de disparition. Quel choix étrange! Je poursuivis mon chemin, imaginant de nouvelles appellations. Les hippopotames de Belle-Vallée, les phacochères de Belle-Vallée. Ça, c'était plutôt drôle. Soudain, je m'arrêtai de rire. J'étais arrivé tout au bout du couloir, dans un cul-de-sac. J'étais entouré de portes fermées. Y en avait-il une qui donnait sur un escalier? Je n'aurais jamais dû me porter volontaire pour aller chercher cette peinture, me reprochai-je. Le collège est beaucoup trop grand. Je suis incapable de me repérer. À quelques pas de moi se trouvaient 2 portes, différentes de celles que j'avais vues jusque-là. Je poussai le battant de l'une d'elles et entrai en trébuchant dans une grande pièce mal éclairée. « Où suis-je » m'écriai-je. Plissant les yeux pour tenter de distinguer quelque chose dans l'obscurité, j'aperçus soudain un groupe de garçons et de filles, les yeux braqués sur moi. Ils me regardaient fixement. Ils étaient si raides et si calmes. On aurait dit des statues. Je réalisai soudain que c'était le cas. Au moins 2 douzaines d'enfants pourvus d'yeux en verre et affichant des mots sévères me dévisageaient. Les garçons portaient des vestes et des cravates, tandis que les filles étaient vêtues de jupes très longues qui descendaient jusqu'aux chevilles. Ces vêtements démodés leur donnaient l'air de sortir tout droit d'un vieux film. Après avoir posé les pots de peinture sur le sol, je m'avançai prudemment vers le centre de la pièce. J'étais fasciné par l'aspect de ces statues. Elles paraissaient presque vivantes. Je me dirigeai vers un garçon qui semblait avoir le même âge que moi et touchai la manche de sa veste. Son vêtement n'était pas en pierre, ni en plâtre. C'était du vrai tissu. Il faisait si sombre qu'il m'était difficile de distinguer nettement les choses. Je plongeai la main dans la poche de mon pantalon et en sortis mon briquet. Je l'allumai et approchai la flamme du visage du garçon. Sa peau, marquée d'une petite cicatrice sous le menton, avait une apparence si réelle que je ne pus m'empêcher de la toucher. Façonnée dans une sorte de plâtre, elle était douce et fraîche. J'éteignis mon briquet et la rangeai dans ma poche. Je me dirigeai ensuite vers la statue d'une fille grande et mince, vêtue d'un pull et d'une longue jupe droite. L'expression de son visage était terriblement triste. Je serrai sa main droite et plongeai mon regard dans ses yeux sombres et brillants. Il paraissait me fixer intensément. Pourquoi aucune de ces statues n'affiche-t-elle un sourire, me demandai-je. Que font-elles ici? Qui a pu les cacher dans cet endroit? Je revins sur mes pas et aperçus un panneau collé derrière la porte. Je parcourus rapidement l'inscription en lettres capitales. Élève de 1948. Je n'en croyais pas mes yeux. Je relus l'inscription, puis me retournai vers le groupe de statues. C'est alors que l'une d'elles m'interpella d'une voix stridente. « Que fais-tu ici » Les cheveux se dressèrent sur ma tête. « Que fais-tu ici » répéta la voix. Tétanisé, je pivotai sur mes talons et découvris une petite femme plutôt potelée, aux boucles brunes et au visage rond et jovial. Elle se tenait sur le pas de la porte. C'était Madame Borden, le proviseur. « Mais vous n'êtes pas une statue » laissai-je échapper. Elle avança dans la pièce, son bloc-notes sous le bras. « Non, effectivement, » me répondit-elle sans m'adresser le moindre sourire. Elle jeta un rapide coup d'œil sur les 2 pots de peinture posés par terre, puis se planta en face de moi et me regarda droit dans les yeux. Je ne la connaissais pas très bien, mais des élèves m'avaient dit qu'elle était sympathique. « Tommy, je pense que tu as dû t'égarer, dit-elle à voix basse. « Oui, je me suis égarée. »« Où devrais-tu te trouver en ce moment ?» me demanda-t-elle en serrant son bloc-notes contre sa poitrine. « Dans le gymnase. » Un sourire éclaira enfin son visage. « Tu en es vraiment loin. Nous sommes à 2 pas de l'entrée de l'ancien collège. Le gymnase est dans le nouveau bâtiment, tout à fait à l'opposé d'ici, dit-elle en m'indiquant la direction avec son bloc-notes. J'ai pris le mauvais escalier. Je revenais de la salle de travaux manuels et... Ah oui, c'est vrai, tu fais partie du comité de décoration de la salle du bal, m'interrompit-elle. Je vais te montrer comment faire pour redescendre. Je me tournai instinctivement vers les statues. On aurait dit qu'elles écoutaient avec attention notre conversation.
« Qu'est-ce que c'est que cette pièce » demandai-je, incapable de me résoudre à quitter les lieux sans en savoir davantage. Madame Borden posa la main sur mon épaule et se mit à me pousser fermement vers la porte. « C'est un endroit privé, » dit-elle sèchement. « Mais qu'est-ce que ça signifie » insistai-je. « Qui sont ces garçons et ces filles ? Ils semblent si réels. » Ignorant mes questions, Madame Borden accéléra le pas. Après avoir saisi au passage les pots de peinture, je me tournai vers elle. L'expression de son visage avait radicalement changé. Les yeux perdus dans le vague, elle commença à parler presque en murmurant. « C'est une histoire vraiment triste, Tommy. Ces élèves furent les premiers inscrits au collège de Belle-Vallée. »« En 1948 » dis-je en désignant le panneau accroché derrière la porte. D'un signe de la tête, le proviseur acquiesça. « Oui, il y a une 50aine d'années, ils étaient 25 élèves en tout. Et un jour, ils ont disparu. » Quoi ? Le choc de cette révélation me fit lâcher d'un coup mes fournitures. « Ils se sont évaporés, Tommy, » poursuivit Madame Borden en tournant les yeux vers les statues. « Put ! Évaporés. Ils étaient tous au collège, et en quelques instants ils ont disparu pour toujours. On ne les a jamais revus. »« Mais, enfin !» bafouillai-je. Je ne savais pas quoi dire. Comment 25 élèves pouvaient-ils se volatiliser sans laisser la moindre trace ? C'était inimaginable. Madame Borden poussa un soupir. Ce fut une terrible tragédie, et un mystère total. Les pauvres parents, le cœur brisé par ce drame, ont demandé la fermeture définitive du collège, et l'ancien bâtiment est resté vide depuis ce jour horrible. À ces mots, sa voix s'étrangla. « Et toutes ces statues ?» demandai-je. « Un artiste de Belle-Vallée a voulu rendre hommage à ces garçons et à ces filles, » me répondit, peinée, Madame Borden. Pour réaliser ses œuvres, il a utilisé une photographie faite au collège, sur laquelle ils étaient tous réunis. Je regardais avec attention les figures silencieuses qui m'entouraient. Des élèves disparus étrangement. « Bizarre » murmurai-je entre mes dents. Je repris la peinture tandis que le proviseur ouvrait la porte. « Je n'ai pas fait exprès de venir ici, » m'excusai-je. « Je ne savais pas. »« Ce n'est pas grave, je sais que ce bâtiment est très grand et qu'on s'y perd facilement. » Je sortis le premier dans le hall tandis qu'elle refermait doucement la porte derrière nous. « Suis-moi » ordonna-t-elle. Elle se mit à marcher à vive allure à travers les couloirs et je devais faire des efforts pour la suivre. Nous tournâmes sur la droite. Ses talons frappaient le plancher tandis que son bloc-notes se balançait au bout de son bras. Je devais à présent courir à petite foulée pour ne pas me faire distancer. Nous tournâmes une nouvelle fois sur la droite et pénétrâmes dans un hall aux murs tapissés de carreaux jaune vif. « Voici l'escalier qui te conduira au gymnase » m'annonça Madame Borden en m'indiquant le chemin. Elle m'adressa un large sourire. Je la remerciai et me dépêchai de partir. J'étais impatient de regagner le gymnase. J'espérais que Betty et Ben ne m'en voudraient pas d'avoir mis tant de temps. J'avais hâte de les interroger et de connaître tout ce qu'ils savaient sur la disparition mystérieuse des élèves de l'année 1948. Je descendis l'escalier 4 à 4. À présent, je reconnaissais tout ce qui m'entourait. Je passai en courant devant la cantine et me dirigeai vers le gymnase, à l'extrémité du hall. J'ouvris les portes battantes d'un coup d'épaule et entrai en trompe dans la salle. « Je suis revenu » criai-je. Les mots moururent dans ma gorge. Betty et Ben étaient étendus sur le sol inanimé. « Oh non » hurlai-je horrifié. Les pots de peinture m'échappèrent des mains et tombèrent par terre avec fracas. L'un d'eux roula et me fit trébucher au moment où je me précipitais vers mes amis. « Betty, Ben !» À ma grande surprise, ils levèrent tous les deux la tête vers moi, le sourire aux lèvres. Ben poussa un bâillement sonore. « Nous en avions tellement assez de t'attendre que nous nous sommes endormis, » me lança Betty. Très fiers de leur blague, ils se relevèrent en pouffant de rire. Dès qu'elle fut debout, Betty se précipita vers son sac à main, sortit son tube de rouge à lèvres et arrangea son maquillage. L'air goguenard, Ben planta ses yeux dans les miens. « Tu t'es perdu, pas vrai ?» J'acquiesçai à contre-cœur. « Oui, et alors ?
Il n'y a pas de quoi faire un plat. J'ai gagné, s'exclama joyeusement Ben, présentant sa paume ouverte à Betty. Je n'arrive pas à y croire, m'écriai-je. Vous avez fait un pari? On s'ennuyait ferme, m'avoua Betty, tout en tendant un billet de $1 à Ben. Celui-ci empocha l'argent, puis jeta un coup d'œil en direction de la grande horloge du gymnase. « Oh non !» s'affola-t-il. « Je suis en retard. J'avais promis à mon frère de rentrer à 5 heures. » Il courut vers les gradins pour récupérer son sac à dos et son blouson. « Attends une minute, lui lançai-je. Il faut absolument que je te raconte ce que j'ai découvert là-haut. C'est tellement étrange et extraordinaire que... » Une autre fois, me dit-il en s'élançant vers la sortie. Les portes battantes se refermèrent lourdement derrière lui. Je me tournai vers Betty, à présent occupée à appliquer du fard sur ses paupières. Désolé d'avoir été si long. Je m'emparai des pots de peinture et me dirigeai vers nos banderoles étalées sur le sol. « Tu as vu quelque chose d'étrange là-haut » demanda-t-elle en me jetant un regard par-dessus son petit miroir. « Eh bien, en fait, j'ai tout d'abord renversé une fille bizarre en sortant d'ici. » Betty me regarda en plissant les yeux. « Quelle fille bizarre ?»« Je ne sais pas comment elle s'appelle, » poursuivis-je. « Elle est très grande, habillée tout en noir. Elle a des yeux gris étranges et... » « C'est Greta, » affirma Betty avec assurance. « Cette fille est spéciale. Je te conseille de te méfier d'elle. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé là-haut ?» En approchant de la salle de travaux manuels, j'ai entendu des voix provenant de l'intérieur de la pièce, celle d'un garçon et d'une fille de notre âge. Seulement quand je suis rentré, il n'y avait personne. « Tu as réellement entendu quelqu'un parler ?» bégaya Betty, l'air effaré. « Oui, j'ai cherché partout, mais je n'ai trouvé personne. Je me demande qui ça pouvait être. » Je m'arrêtai soudain de parler. Les yeux de Betty s'étaient remplis de larmes. « Que se passe-t-il » lui demandai-je. Sans répondre à ma question, elle me tourna le dos et s'enfuit en courant du gymnase. Quelques jours plus tard, en cours de français, Betty se disputa violemment avec Greta, qui avait rejoint notre classe. C'était la fin de la journée et tout le monde ne pensait qu'à rentrer chez soi. Monsieur Devine, notre professeur, nous annonça, après avoir reçu un message du secrétariat du collège, qu'il devait s'absenter quelques instants. Dès qu'il fut sorti, le chaos s'installa. Les garçons se levèrent de leur siège et commencèrent à courir à travers la pièce en chahutant, tandis que la plupart des filles se mirent à rire et à parler entre elles. Ce jour-là, Ben était absent. Ne connaissant pratiquement personne d'autre que lui, je me sentais un peu à l'écart de cette folle agitation. Je marquais le rythme en tapant du doigt contre ma table, faisant semblant de m'amuser autant que les autres. Mais en réalité, je me sentais mal à l'aise, et j'avais hâte que M. Devine revienne pour que tout rentre dans l'ordre. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre. C'était une journée nuageuse. Le vent d'automne faisait tourbillonner les feuilles mortes dans la cour de récréation. Je les contemplais plusieurs minutes, puis tournai de nouveau la tête en direction de la salle de classe. Mon regard se posa alors sur Betty, assise au premier rang. Elle ne prêtait aucune attention aux rires et aux blagues qui fusaient de toutes parts. Tenant son petit miroir devant elle, elle appliquait consciencieusement du rouge sur ses lèvres. Voulant attirer son attention, je lui adressai un geste de la main. J'avais envie de savoir si nous irions poursuivre notre travail de décoration du gymnase après le cours. Comme elle ne me voyait pas, je l'appelai. Mais il régnait un tel vacarme autour de nous qu'elle ne m'entendit pas non plus. Elle continuait, imperturbable, à parfaire son maquillage. Je quittai ma chaise pour aller lui parler. Alors que je me dirigeais vers elle, Greta se pencha au-dessus de la table de mon amie et lui arracha des mains son tube de rouge. Tenant l'objet hors de sa portée, la fille aux étranges yeux gris se mit à narguer Betty. Dressée sur la pointe des pieds, les bras tendus en l'air, cette dernière tentait désespérément de récupérer son bien en poussant des cris de rage. « Rends-moi ça !» Ses yeux brillaient de colère. Son visage était devenu très pâle. Greta se mit à hurler de rire et lança le rouge à lèvres à un garçon, à l'autre bout de la pièce. « Rends-le-moi! Rends-le-moi tout de suite !» Poussant un grognement furieux, Betty se précipita entre les bureaux et s'attaqua au garçon. Riant aussi, ce dernier s'esquiva et renvoya le tube à Greta. Mais le rouge à lèvres lui échappa et tomba par terre. Betty plongea alors sur le sol et essaya de le saisir à deux mains.
Greta aussi voulait l'attraper, et les filles commencèrent à se bagarrer sauvagement, juste sous mes yeux. Bouche bée, je regardais Betty se battre comme une tigresse. Pourquoi réagit-elle de la sorte, me demandai-je. Pourquoi se bat-elle pour un simple tube de rouge à lèvres? Tous les élèves assistaient à l'affrontement. Au fond de la classe, des filles se moquaient de mon amie. Quelques élèves applaudirent quand Greta brandit triomphalement le bâton de rouge, qu'elle tenait serré dans son poing. Betty voulut le récupérer, mais Greta fut une nouvelle fois plus rapide qu'elle. Brusquement, elle approcha le tube du visage de mon amie et lui traça une énorme croix sur le front. Des larmes emplirent les yeux de Betty. Elle était vaincue. J'ignorais pourquoi elle avait réagi de cette manière, mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. « Rends-lui son rouge à lèvres » hurlai-je alors. Je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers Greta, décidé à lui donner une bonne leçon. Greta tenait le tube de rouge à lèvres très haut au-dessus de sa tête. Elle repoussa Betty de sa main libre et se tourna vers moi. « Rends-le-lui » insistai-je en essayant de prendre un air menaçant. « Ce n'est pas drôle. Rends à Betty ce qui lui appartient. » Je sautai et parvins à saisir la main de Greta. Certains élèves poussèrent des cris d'encouragement, mais j'ignorais lequel de nous deux ils soutenaient. J'essayai d'extraire le tube du poing serré. C'est à ce moment-là que M. Devine entra dans la pièce. « Que se passe-t-il ici » s'écria-t-il. Je me retournai et le vis nous lancer un regard furieux. Je lâchai le poing de Greta qui laissa tomber l'objet par terre. Betty plongea aussitôt pour le saisir. « Que se passe-t-il » répéta le professeur en continuant d'avancer dans la salle de classe. « Tommy, pourquoi as-tu quitté ta place ?» Derrière les verres épais de ses petites lunettes rondes, ses yeux paraissaient presque aussi gros que des balles de tennis. « J'étais juste en train d'attraper quelque chose, » dis-je d'une voix étranglée. « Il m'aidait, » m'interrompit Betty, volant à mon secours. Elle semblait beaucoup plus calme maintenant qu'elle avait récupéré son bien. « Regagnez tous vos places, » ordonna M. Devine. « C'est quand même incroyable que je ne puisse pas m'absenter quelques minutes sans que tout le monde se déchaîne. » Sourcils froncés, il se tourna vers Greta. « On s'amusait juste un peu, » marmonna-t-elle en rejetant ses cheveux en arrière. Elle se laissa retomber lourdement sur sa chaise et je retournai à mon bureau. Je mourais d'envie de demander à Betty les raisons de son comportement, mais le moment était mal choisi. Le professeur jeta un coup d'œil sur l'horloge accrochée au-dessus du tableau. « Il reste 20 minutes avant la sonnerie, dit-il. Profitez-en pour préparer les fiches de lecture que vous devez me remettre lundi. » Les élèves déplacèrent bruyamment leurs chaises, puis sortirent les livres de leurs sacs dans un joyeux vacarme. Quelques secondes plus tard, le silence retomba. J'avais choisi d'étudier une nouvelle de Ray Bradbury qui raconte l'histoire d'enfants vivant sur une planète où il pleut sans arrêt. Ils n'ont jamais vu le soleil et ne peuvent pas sortir pour jouer dehors. J'avais à peine lu quelques pages de ce récit de science-fiction que j'entendis une voix résonner à mes oreilles. Le livre faillit m'échapper des mains. C'était une voix de fille, très basse, mais très proche. « S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi » implorait-elle. Je refermai subitement le recueil de nouvelles et jetai des coups d'œil intrigués autour de moi. Qui vient de parler? Mes yeux se posèrent sur Betty. Est-ce elle qui m'a appelé? Non, elle paraissait absorbée par sa lecture. « Aidez-moi, je vous en prie » supplia de nouveau la fille. Je regardai derrière moi. Il n'y avait personne. « Est-ce que quelqu'un a entendu ?» demandai-je à voix haute, plus fort que je ne l'aurais voulu. Monsieur Devine leva la tête du tas de papiers qu'il examinait. « Qu'y a-t-il, Tommy ?»« Est-ce que quelqu'un a entendu cette fille appeler à l'aide ?» Des élèves se mirent à rire. Betty se tourna vers moi, les sourcils froncés. « Je ne me suis rendu compte de rien, » répondit le professeur sur un ton moqueur. « Tu ne serais pas un peu trop jeune pour entendre des voix, Tommy ?» Les rires redoublèrent. Pourtant la situation n'avait rien d'amusant. Je poussai un soupir et repris mon livre. Avant que j'aie pu trouver la page où j'avais arrêté ma lecture, je perçus encore la voix de la fille. Si proche, si triste aussi. « Aidez-moi, s'il vous plaît, venez m'aider. » Le jour du bal,
Ben, Betty et moi nous rendîmes au gymnase un peu avant le début de la soirée pour mettre la touche finale aux décorations. J'étais très fier de ce que nous avions réalisé. L'entrée était ornée de grands panneaux bariolés et nos banderoles étaient déployées à l'intérieur de la salle. Nous avions également accroché 2 énormes grappes de ballons rouges et noirs gonflés à l'hélium au panier de basket. Des guirlandes aux couleurs du collège couraient le long des murs et des gradins. Betty et moi avions passé plusieurs journées à peindre une grande affiche représentant un bison levant le pouce en signe de victoire au-dessus d'une inscription affirmant « Les bisons sont les meilleurs ». Mes amis et moi entreprîmes de disposer une nappe en papier crépon rouge et noir sur la table prévue pour les boissons. Je jetai un coup d'œil sur l'horloge du gymnase. 19h30. La soirée commençait seulement à 20h. Il nous reste encore plein de choses à faire, dis-je, affolé. À ce moment, Ben tira trop fort sur la nappe et en déchira une partie. Oups! Est-ce que quelqu'un a apporté du ruban adhésif? Ce n'est pas grave, déclara Betty. On posera des bouteilles de soda sur l'endroit déchiré, et personne ne se rendra compte de rien. Je regardai de nouveau l'horloge. À quelle heure le groupe de rock doit-il arriver? Il ne devrait plus tarder maintenant. Ils avaient dit qu'ils viendraient tôt pour pouvoir installer leur matériel tranquillement. Des élèves du collège avaient fondé ce groupe de rock, baptisé K.O., comptant 5 guitaristes et un batteur. J'avais entendu dire que 3 des guitaristes ne savaient même pas se servir de leur instrument. Cependant, Madame Borden leur avait demandé de jouer quelques morceaux pour célébrer l'occasion. Finir d'installer correctement la nappe, qui n'était même pas assez grande pour recouvrir la table entière, nous prit encore plusieurs minutes. « Que reste-t-il à faire » demanda Ben. « On a prévu des décorations pour l'entrée de la salle ?» Avant que j'aie pu lui répondre, les portes battantes s'ouvrirent à la volée et Madame Borden entra en coup de vent dans le gymnase. Elle avait revêtu une robe de soirée rouge extravagante et ses cheveux bruns bouclés étaient coiffés en chignon sur le sommet de sa tête. Elle se précipita vers nous tout en jetant des regards furtifs autour de la pièce. « C'est fabuleux, les enfants !» s'exclama-t-elle. « Vous avez très bien travaillé et le résultat est fantastique. » Nous la remerciâmes poliment. Elle me glissa un appareil photo entre les mains. « Prends des photos de votre décoration, Tommy. Dépêche-toi, prends-en plein avant que tout le monde n'arrive. »« Entendu, » répondis-je à contre-cœur. « Mais Betty, Ben et moi avons encore pas mal de choses à finir. Nous devons décorer les portes, rajouter des ballons par ici, et... » Madame Borden se mit à rire. « Tu me sembles bien angoissé, Tommy. Ne t'inquiète pas autant, sinon tu ne tiendras pas le choc jusqu'au début de la fête. »« Tout va très bien, » dis-je en lui adressant un sourire forcé. J'étais loin de me douter que, après m'être donné tant de mal pour organiser cette soirée, je n'y assisterais pas. « Hé, fais attention! Bouge cet ampli! Greta, bouge-le! Fais-le toi-même! » Les membres du groupe arrivèrent au moment où je prenais les photos pour Madame Borden. Dans un vacarme incroyable, ils placèrent leurs instruments près des gradins. Les guitaristes étaient tous des garçons. Greta était le batteur. La voir transporter sans effort apparent son matériel à travers le gymnase me remémora la bataille pour le rouge à lèvres. Après les cours, j'avais demandé à Betty pourquoi cette histoire l'avait rendue hystérique. Elle m'avait simplement répondu que c'était son rouge à lèvres préféré et qu'elle ne voyait pas pourquoi elle aurait dû accepter sans réagir que quelqu'un le lui prenne. À présent, Greta installait sa batterie en compagnie de son groupe de rock. Ils jouaient les vedettes, riaient et se bousculaient en branchant des câbles et en trébuchant sur leurs étuis de guitare. Plusieurs élèves, parmi lesquels les 2 filles chargées de contrôler les tickets d'entrée et les garçons responsables des rafraîchissements, arrivaient déjà. Pendant ce temps, je faisais le tour de la salle pour prendre des clichés des banderoles et des ballons. Au moment où j'allais photographier l'affiche du bison, des cris me firent sursauter. Je me retournai et vis Greta brandissant une guitare électrique au-dessus de sa tête. Elle mimait un duel avec l'un des garçons sous les encouragements des membres du groupe, qui riaient à gorge déployée. Les 2 combattants s'élancèrent l'un vers l'autre. « Non, arrêtez !» hurlai-je. Il était trop tard. La guitare de Greta déchira en 2 la banderole, Belle Vallée s'éclata. Je poussai un gémissement en voyant les 2 moitiés glisser vers le sol. Tout comme moi, Betty et Ben avaient du mal à contenir leur colère.
Je suis vraiment désolé, nous lança Greta avant d'exploser de rire. Nous nous précipitâmes vers la banderole. Qu'est-ce qu'on va faire m'écriai-je. C'est complètement fichu. On ne peut pas la laisser pendre comme ça, dit Betty en secouant la tête. Mais nous avons absolument besoin de cette banderole, insistai-je. C'est la plus réussie. On pourrait peut-être la recoller avec du ruban adhésif, suggéra Betty. Pas de problème, dit Ben. Viens avec moi, Tommy. Il m'agrippa le bras si brusquement que je faillis laisser échapper l'appareil photo de madame Borden. Où allons-nous? On monte dans la salle de travaux manuels. Je posai l'appareil sur une table et nous nous mîmes à courir vers les portes battantes. Recoller l'affiche ne prendra pas bien longtemps, pensai-je. Ensuite, j'emprunterai l'échelle du gardien et je la replacerai là où elle était. Nous sortîmes dans le hall. Apercevant la foule d'élèves qui se pressaient en direction du gymnase, je stoppai net. « Nous n'avons pas le temps de réparer la banderole, dis-je à Ben. On va se dépêcher, me répondit-il. Ne t'inquiète pas. Mais la salle de travaux manuels est au 3e étage. Le temps qu'on revienne? Détends-toi, ça ne sera pas long. Si tu arrêtes de te plaindre. Allons-y. Les élèves envahissaient peu à peu le gymnase. Il n'y avait pas une minute à perdre. Je me mis à courir droit devant moi et tournai au fond du hall. « Pas par là !» entendis-je Ben crier. « Tu te trompes de chemin, Tommy. »« Je sais où je vais, lui répondis-je. C'est par là que je suis passé la dernière fois. »« Tommy, arrête-toi » hurla Ben qui me suivait en courant. « C'est par ici, affirmai-je, sûr de moi. Ce chemin est beaucoup plus court, j'en suis absolument certain. » Mais j'avais tort. J'aurais dû écouter Ben. La direction que je venais d'emprunter n'était pas celle que m'avait indiquée madame Borden pour revenir dans le gymnase quelques jours plus tôt. Nous nous retrouvâmes dans un cul-de-sac, face à un mur étrange formé d'un amas de vieilles planches clouées. Ce passage semblait être condamné depuis fort longtemps. « Tu vois, dit Ben hors d'haleine, il n'y a pas d'escalier ici. Il est là-bas. »« D'accord, je me suis trompé. Je voulais gagner du temps, c'est tout. »« Mais tu connais à peine le collège !» s'exclama Ben, furieux. « Où sommes-nous » murmurai-je, regardant autour de moi. « Je n'en sais rien. Comment ai-je pu te suivre ?» Sous l'effet de la colère, Ben frappa la cloison de ses 2 poings, fendant du même coup le bois vermoulu. Entraîné par son élan, mon copain trébucha, percuta les planches qui tombèrent en miettes sur le sol et s'écroula sur elles. Tandis que je l'aidais à se relever, je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la pièce sombre qui venait de s'ouvrir devant nos yeux. « Regarde ça, c'est incroyable! Ce doit être l'ancien bâtiment du collège. »« C'est fou !» s'écria Ben sans conviction, tout en frottant son genou. J'avançai prudemment dans la pièce obscure. « Ça fait 50 ans que cette partie est fermée. Nous sommes certainement les premiers à y revenir depuis cette époque. »« C'est vraiment passionnant, » grommela Ben. « Qu'est-ce qu'on attend pour aller chercher le ruban adhésif ?» Je ne lui répondis pas. Quelque chose sur le mur d'en face avait attiré mon attention. Comme hypnotisé, je marchais dans sa direction. « Ben, regarde, un ascenseur !» Je n'arrive pas encore mes yeux. Il y avait un ascenseur dans l'ancien collège ? Ces élèves avaient vraiment de la chance, répliqua Ben, sarcastique. Découvrant un bouton, j'appuyai machinalement dessus. À ma grande surprise, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Un plafonnier poussiéreux s'alluma, diffusant une lumière pâle à l'intérieur de la cabine. « Il fonctionne !» s'exclama Ben. « Prenons-le pour aller au 3e étage. Pourquoi devrait-on se fatiguer à monter toutes ces marches ?»« Mais, bredouilla Ben en restant en arrière. Je l'attrapai sans ménagement par les épaules et l'attirai dans l'étroite cabine grise. Je t'avais bien dit que je connaissais un chemin plus rapide pour aller à la salle de travaux manuels. Ben jeta des regards inquiets tout autour de lui. « Nous ne devrions pas faire ça, murmura-t-il. « Qu'est-ce qu'on risque ?» lui répondis-je. Les portes se refermèrent silencieusement.